L'affaire Benalla. Alors, s'il y a une affaire qui aura bien ponctué notre été, c'est bien l'affaire Benalla. Cette affaire Benalla, il faut la maîtriser sous l'angle des libertés publiques en faisant bien attention quand même à un certain nombre d'éléments. Bien sûr, c'est un élément qui est politisé. C'est-à-dire qu'on peut dire clairement que les opposants à Macron vont considérer qu'il s'agit là d'une affaire d'État. C'est l'expression qui a été employée pendant l'été, c'est-à-dire une affaire qui mettrait en cause le sommet de l'État. Bon. Les partisans d'Emmanuel Macron reprendront l'expression d'Emmanuel Macron en considérant qu'il s'agit là d'une tempête dans un verre d'eau. Bon. Vous devez rester quand même assez neutre sur la question, dans le sens où vous allez vous retrancher derrière le positivisme juridique, c'est-à-dire analyser chacun des aspects structurels de l'affaire. Bien sûr, il se peut qu'à la fin, on vous demande votre avis, et là-dessus, vous reprendrez votre avis sur l'ensemble des aspects techniques de l'affaire. Voilà. N'hésitez pas, hein, parce qu'on ne sait jamais quel est le profil de notre examinateur. Revenons sur les faits. Nous avons ici une personne qui est employée par la présidence de la République. La présidence de la République emploie un petit peu plus de 1000 personnes, avec toute une série de personnels, des cuisiniers, des agents de sécurité, c'est ce qui est le cas de M. Benalla, mais également des secrétaires, etc. etc. Bien. Ce monsieur Benalla, qui est issu du Parti socialiste, où il travaillait antérieurement comme personne en charge de la sécurité au sein du PS, avait rejoint Emmanuel Macron pendant sa campagne, avait été son conseiller sécurité, il le protégeait pendant ses déplacements, et puis lorsque Emmanuel Macron rejoint la présidence de la République, eh bien il est recruté et il continue. Il faut voir que dès le départ, l'arrivée de M. Benalla au sein des services de protection du président amène à une interrogation sur l'agencement entre ce monsieur et les personnes qui travaillent avec lui et le GPSR, le groupement de protection et de sécurité de la République, qui est rien d'autre que les services de protection du président de la République, qui eux sont des fonctionnaires qui ont vocation justement à protéger le président lors de ses déplacements. Bon. Ce monsieur donc est un conseiller qui va bénéficier du statut d'observateur à l'occasion d'une manifestation qui va donner lieu à des débordements. Le statut d'observateur est un statut qui existe à l'époque, qui est très faiblement encadré et qui permet à des universitaires, à des journalistes, etc., d'accompagner les forces de l'ordre lors des manifestations afin de leur permettre de mieux comprendre comment se déroulent ces manifestations, quel est le travail des forces de police. Ça permet aux universitaires de pouvoir juger, aux journalistes de pouvoir être présents et de comprendre ce qui se passe, etc. Bien. Il a donc officiellement le rôle d'observateur. Il se trouve qu'à Paris, place de la Contrescarpe, il y a un certain nombre d'exactions qui sont commises. En fait, pendant l'ensemble du défilé du 1er mai, des exactions ont été commises par des groupements extrémistes, les Black Blocs, et on peut dire que la tension est assez forte. Cette tension est assez forte, et elle est assez forte également dans le 5e arrondissement, donc place de la Contrescarpe. Il se trouve que M. Benalla va procéder à l'interpellation de certaines personnes en recourant à la violence sur la place de la Contrescarpe. Alors que, rappelons-le, hein, il n'est pas agent de police, hein, et sur un homme et sur une femme. Sur une femme qu'il va essayer de mettre par terre, sur un homme qu'il va frapper. Bien. Par ailleurs, il va participer à l'interpellation d'une personne, toujours dans le 5e arrondissement, sur le Jardin des Plantes. Bon. Ce qui lui est reproché, c'est quoi? C'est deux choses. D'abord, les faits de violence dont il se serait rendu coupable. Naturellement, sa ligne de défense, à lui, elle est claire, elle est sur « j'agissais dans deux qualités ». D'une part, le fait que je suis gendarme
de réserve, aux policiers de réserve, et d'autre part, le fait que, après tout, la loi permet à chaque citoyen d'agir dans le cadre de la légitime défense d'autrui. Et donc, j'agirai ici en tant que citoyen. Donc, les faits seraient couverts sous l'empire de la légitime défense d'autrui. Deuxième fait qu'il lui reprochait, c'est qu'on va le voir sur un certain nombre de vidéos portant un brassard police. Et juste avant, on l'a vu d'ailleurs avec un casque de la gendarmerie. Ce qui lui est reproché ici, c'est l'usurpation de la fonction de policier. Donc on voit qu'on a deux faits, hein, des faits de violence et des faits d'usurpation de la fonction de policier. S'ajoute à cela, par ailleurs, le fait que finalement, il va avoir communication d'un certain nombre de vidéos qui permettaient d'établir qu'il était effectivement présent, etc. Bien. Le fait est que ces exactions ont lieu le 1er mai, et dès le 2 mai, la présidence de la République est informée de l'ensemble de ces faits. Monsieur Benalla va faire l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied et une rétrogradation dans ses fonctions. La question de l'effectivité de cette sanction est sujette à discussion. Ça, c'est quelque chose qu'on va laisser de côté, c'est l'aspect disciplinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun signalement n'est réalisé auprès du parquet à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire va éclater réellement dans les médias en juillet, le 18 juillet, à partir du moment où, sur les vidéos des témoins, les groupes de presse vont réussir à identifier qu'il s'agit bien de M. Benalla. Ce qui fait que, à compter de ce moment, on se pose la question de savoir si il n'y aurait pas eu une intervention de la présidence de la République pour, finalement, effacer cette affaire. D'où l'idée d'une éventuelle affaire d'État en la matière. Alors, on voit bien que là-dedans, il y a deux aspects. Il y a deux aspects concernant M. Benalla, ses faits de violence, l'usurpation de la fonction d'identité, et puis il y a toute l'affaire autour de la présidence de la République, qui est quel est son rôle dans l'accès aux bandes de vidéosurveillance, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de signalement auprès du procureur de la République, alors que l'article 40 du Code de procédure pénale nous dit que tout agent public qui a connaissance d'une infraction doit le signaler auprès du procureur de la République. Si on veut essayer de répondre à cette question sous un angle authentiquement juridique, on peut dire qu'il y a plusieurs questionnements. Il y a tout d'abord la question du rôle des commissions d'enquête parlementaire. Il faut bien voir que, cette affaire apparaissant, les groupements d'opposition vont considérer qu'il s'agit là d'une affaire d'État. Et donc, on veut essayer d'identifier les responsabilités de chacun, et notamment déterminer quel a été le rôle du secrétaire général de l'Élysée, le rôle de M. Benalla, le rôle du ministre de l'Intérieur, le rôle du préfet de police. Qu'est-ce que c'est qu'une commission d'enquête? On sait que, au sein des chambres, il y a des commissions permanentes qui ont vocation à travailler sur les textes de loi. Le Parlement a, rappelons-le, trois fonctions. Une fonction législative, il fait la loi, une fonction représentative, il représente la nation, et une fonction de contrôle de l'exécutif. Cette fonction de contrôle de l'exécutif, elle-même, se déploie en deux aspects. Un contrôle qui dit passif, c'est-à-dire je recueille de l'information pour savoir ce que fait précisément le gouvernement, et une dimension dite active, c'est-à-dire que le Parlement peut sanctionner le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, l'Assemblée nationale
ne va pas mettre en place authentiquement de commission d'enquête. Pourquoi? Parce que la logique majoritaire fait que Emmanuel Macron ayant une majorité à l'Assemblée nationale, aucune commission d'enquête se met. En revanche, au Sénat, la majorité étant une majorité républicaine, il va être possible de mettre en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, qui va être présidée par M. Lebas, le président de la commission des lois, va avoir comme objectif de participer à la manifestation de la vérité. L'ensemble des travaux de cette commission va être télévisé et cette commission va faire comparaître devant elle toutes les personnalités que j'ai mentionnées précédemment. On va essayer de démêler quel est le rôle de chacune de ces personnalités. Cette commission d'enquête va d'ailleurs vouloir faire comparaître M. Benalla, qui au départ dira qu'il ne souhaite pas y venir, puis finalement va se présenter et va présenter sa défense. Sous l'angle juridique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien sûr, la commission d'enquête est dans son rôle, puisqu'il s'agit de contrôler politiquement l'action du gouvernement dans cette affaire. Ce qui est un processus normal, puisque c'est conforme à l'article 20 de la Constitution, qui prévoit que, naturellement, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Dès le départ, on est conscient que les sanctions, ici, seront purement symboliques. Elles seront plutôt sur le terrain médiatique. Il y a, dans l'intervention de cette commission d'enquête, un débat sur l'autonomie et la violation du principe de séparation des pouvoirs, la question de l'autonomie avec les procédures judiciaires. Pourquoi? Parce qu'une enquête préliminaire est ouverte pour les faits de violence et pour l'usurpation de la fonction de policier, et on fait valoir que ça ferait doublon. Ça ferait doublon, et ça permettrait finalement simplement d'alimenter une espèce de théâtre médiatique. Naturellement, les deux opérations sont distinctes ici, et ce n'est pas sans rappeler l'affaire de Djibouti sur le décès de ce juge d'instruction, où on avait eu une commission d'enquête et en même temps une poursuite judiciaire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le dépôt d'une double motion de censure. Bon. La motion de censure, c'est quoi? C'est une procédure qui est organisée à l'article 49 alinéa 2 de la Constitution, et c'est une procédure qui a vocation à renverser le gouvernement. C'est une procédure par laquelle l'Assemblée nationale, je dis bien l'Assemblée nationale, a vocation à renverser le gouvernement au motif que cette Assemblée n'aurait plus confiance dans son gouvernement. Dès le départ, on peut se dire que le dépôt d'une motion de censure, on va revenir sur l'expression de double motion de censure, est un petit peu surprenant. Pourquoi? Parce que la majorité est acquise dès le départ au gouvernement d'Édouard Philippe, donc on sait que le combat est perdu. Mais c'est un acte symbolique par lequel on veut manifester son désaccord. La question du double dépôt d'une motion de censure. En fait, on se souvient qu'il y a à l'Assemblée nationale une majorité de République en marche. Et on a ensuite deux oppositions, une à gauche, une à droite. On aurait pu imaginer le dépôt d'une motion de censure commune. Pour des raisons de stratégie politique, il ne fallait pas que les deux partis apparaissent comme suivant la même ligne politique, et pour des raisons également symboliques, on voulait démontrer qu'il y avait vraiment une majorité contre ce comportement, on a fait le choix de déposer deux motions de censure, qui bien sûr n'ont pas été votées. Je rappelle qu'il y a eu plus de 55 motions de censure qui ont été déposées depuis 1958, et une seule a conduit au renversement du gouvernement. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant sur ceci, c'est que c'est la traduction d'un mécanisme de contrôle démocratique de l'action de l'exécutif, et ce mécanisme, on le sait, n'est pas efficace. Bien. Si maintenant on regarde, le troisième aspect, c'est l'enquête au pénal. L'enquête au pénal, il y a deux aspects. D'abord, l'ouverture d'une enquête préliminaire.
c'est la procédure normale, hein, c'est-à-dire que c'est un magistrat du parquet qui va ouvrir l'enquête. Naturellement, on peut toujours revenir sur le débat de est-ce que ce magistrat du parquet est indépendant, et on en revient toujours aux mêmes éléments de langage, à savoir, oui, le ministre de la Justice fixe la politique pénale, mais il ne peut pas donner d'instruction particulière. Oui, les magistrats du parquet sont nommés par le ministre de la Justice, après simplement un avis du Conseil supérieur de la magistrature, statuant en formation parquet, mais on se rend compte que globalement, les avis du CSM sont suivis. Donc on a tout un débat ici sur est-ce que la procédure, elle ne serait pas enterrée parce que le ministre de la Justice ferait pression. L'argumentaire ici, il doit être positiviste, et éventuellement vous faites un lien avec ce que je disais sur la révision constitutionnelle, à savoir que on veut que dans la révision constitutionnelle de 2008, les magistrats du parquet fassent l'objet d'un avis conforme, comme les magistrats du siège. Bien sûr, M. Benalla va être placé en garde à vue, c'est une procédure normale dans ce type d'enquête. Maintenant, quatrième élément, les réactions institutionnelles. Ces réactions institutionnelles, elles se font autour de deux axes. D'abord, la réorganisation des services de la présidence de la République et tout particulièrement le projet, qui devrait arriver d'ici décembre, de création d'un directeur général des services pour la présidence de la République. Ça, c'est sur un aspect qui est un petit peu périphérique à l'affaire, qui est lié à quoi? Qui est lié aux avantages dont bénéficiait M. Benalla. On a également procédé à une réorganisation du statut d'observateur. Ça, c'est une décision qui va être prise par le ministre de la Justice. Et cette décision prise par le ministre de l'Intérieur vise à faire signer une charte aux observateurs et à leur donner désormais des signes distinctifs permettant d'éviter la confusion entre les deux questions, entre la police et l'observateur. Bon courage à vous dans vos révisions.